Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des actualités de Dassault, très important, et donc la stratégie d'Éric Trappier, qui est le nouveau patron de Dassault. Éric Trappier, président du groupe Dassault, au siège Dassault à Saint-Cloud, c'est la première photo que vous pouvez voir le 12 décembre 2024 sur donc cette vidéo. Après avoir brièvement piloté Dassault Aviation, Éric Trappier a pris la présidence du groupe industriel familial. Ce matin, je paierai pour le faire, songeai-je en arrivant ce jour-là devant le siège hyper sécurisé de Dassault Aviation, 1 rue du Val d'Or, au bord de la Seine à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Fleuron familial et français, temple florissant de l'aviation. À l'heure où les gros constructeurs, à l'image de Boeing, battent souvent de l'aile, pour un peu, je me serais écrié, comme François Hollande, alors président de la République en 2015, « Vive le Rafale et vive la France !» Qui n'a pas eu les yeux humides en regardant danser un Rafale dans le ciel ne pourra pas comprendre. Malgré son poids, 10,2 tonnes à vide, il tournoie comme un avion de papier. Ce miracle de technologie, drapeau volant du patrimoine français. J'entends déjà les cris d'orfraie des plus rares. Sale belliciste, c'est un engin de mort. Au contraire, la paix ne s'obtient qu'en affichant sa force, où son Rafale aurait déjà répondu le général Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre, il y a plus de 25 siècles. On est dans l'histoire et on a bien l'intention d'y rester. Tel est le credo d'Éric Trappier, 64 ans, le président de Dassault Aviation, qui nous explique dans son bureau rempli de maquettes d'avions qu'avec le soutien unanime de la famille, il prend les rênes du groupe Dassault le 9 janvier 2025 à la suite de Charles Edelstenne, le magicien qui avait entre autres lancé à partir de Dassault Aviation le champion français de la 3D industrielle dans le monde, Dassault Systèmes. Une passation de pouvoir en douceur dans un groupe qui résiste à tout et a compté en son sein pas moins de 4 compagnons de la libération et 180 médaillés de la résistance. Dassault, ou l'entreprise qui dit non, le nom de Marcel, l'ancêtre Einstein de l'aérodynamique, persécuté sous Vichy, que les nazis voulaient mettre à leur service malgré ses origines juives, et qui a toujours refusé d'accéder à leurs demandes avant d'être déporté à Buchenwald. Le nom de Marcel, encore, qui, en 1981, malgré son grand âge, s'est battu contre un lion, comme un lion, pour que son entreprise ne soit pas nationalisée à 100% par Mitterrand. Le nom de Serge, son fils, qui s'est battu avec ses salariés contre le projet de fusion avec l'aérospatiale que Chirac voulait lui imposer. Dassault ne rend jamais les armes. Après que Dassault Aviation s'est battu envers et contre tout pendant 20 ans pour que le Rafale, qui n'arrivait pas à se vendre à l'étranger, les commandes s'accumulent et l'usine de Mérignac en Gironde se prépare à assembler le 300e Rafale, alors qu'Éric Trappier, après l'une des remontadas les plus folles des dernières années, s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de la saga Dassault. Le Rafale est un succès et on a besoin dans notre aimant national de succès, souligne Éric Trappier. Alors d'où vient cette passion des avions ? Pour Éric Trappier, c'est congénital. Son père travaillait chez Air France dans le service de formation des chefs d'escale. Il avait l'autorisation de traverser les pistes pour aller le retrouver. À cette époque, on pouvait se balader partout dans les aéroports, jusque sur les toits. Alors, il a eu la vocation, dès son plus jeune âge, en allant voir décoller des avions à Orly, comme dans la chanson de Gilbert Bécaud. Il voulait devenir pilote, mais dans la marine comme militaire. Son père essayait de l'en dissuader. Fais attention, c'est un métier aléatoire
que tu seras obligé de quitter si tu as le moindre problème de vue. Et il le poussait à devenir ingénieur. Il s'est même présenté au concours de l'École nationale de l'aviation civile. Après avoir été sélectionné, il a passé les tests avant de se retrouver avec une centaine d'euros élus à Montpellier, où il a appris à piloter. Il a fini 15e sur 100, alors que cette année-là, on ne prenait que 10 pilotes. C'est ce qui, il peut le dire, l'a sauvé. Sinon, il aurait été pilote chez Air France ou ailleurs. Alors, quel est son milieu familial ? L'enseignement. Chez lui, tout le monde avait été soit enseignant, soit professeur des écoles. Sa mère, sa grand-mère, sa sœur, son épouse, sa belle-sœur, sa belle-mère, etc. Et lui, en fait, il était le raté de la famille, selon lui. Oui, il avait quand même, en fait, été ingénieur. Son oncle travaillait au CEA, où il a participé à la création des premières centrales nucléaires. C'était un matheux. Disons qu'il est aussi matheux, bien entendu. Après son école d'ingénieur, Télécom Sud Paris, puis son service militaire dans la marine, il s'est retrouvé à 24 ans chez Dassault, la seule et unique entreprise dans laquelle il a travaillé. Il avait envoyé des CV un peu partout et c'était à l'été 1984. Il venait de voir le film de Philippe Kaufman, L'étoffe des héros, qui raconte l'aventure vécue aux États-Unis entre 1947 et 1963 par les premiers pilotes d'essai passant la vitesse du son, puis celle des astronautes qui se sont lancés dans la conquête de l'espace. C'est dire s'il était en condition. Aussi, quand il reçoit une lettre de Dassault Aviation qui lui propose son premier emploi, il dit oui sans hésiter. Lui qui a toujours rêvé, en son fort intérieur, de devenir pilote d'avion. La gamme civile d'avions d'affaires de Dassault comprend 5 modèles. Certains sont aussi utilisés à des fins militaires. C'est le Falcon. Au niveau du Neuron, cet avion de combat télépiloté est un prototype créé dans le cadre d'un programme de coopération européenne. Ce drone a effectué son premier vol en 2012. Le Rafale, c'est l'heure de la revanche pour l'avion de combat. Après 20 ans d'attente, les commandes affluent depuis 2015 et à son arrivée en 1984, Marcel Dassault était encore vivant. Alors en 1986, il rencontre Marcel Dassault en 94, 94 ans, c'était l'année de sa mort, sous le hangar où on le fabriquait des prototypes. C'était le jour de la présentation du premier Rafale, le démonstrateur, et Marcel Dassault, qui avait suivi la conception de près, mais qui hélas ne verra pas son premier vol, quelques mois plus tard, était là, chapeau mou, écharpe et par-dessus, c'était l'hiver. Il allait d'une personne à l'autre, il était connu pour aimer passer du temps avec les patrons du bureau d'études et leur poser toutes sortes de questions techniques. Il se souvient qu'il avait dit que ce serait un avion international. Après, il s'est battu contre tout le monde pour lui donner raison, tant il est vrai qu'ici, il y a un esprit maison. Et oui, Dassault est la seule entreprise au monde de cette taille qui a gardé un esprit pionnier de grosses PME. On peut entendre souvent que chez Dassault, comme dans les ordres, après plus de 40 ans passés dans l'entreprise, on peut dire que ce n'est pas faux. De même qu'il y a un clocher au milieu du village, l'avion est ici au centre de la société, elle tourne autour de lui. Dans cette entreprise, on se connaît tous parce que quand on a la chance d'y entrer, on y reste. On est tous tendus vers le même objectif, quelle que soit notre fonction, compagnon, ingénieur financier, faire voler des avions.
J'ai pu l'observer pendant la crise du Covid, tout s'est arrêté, les usines, les bureaux d'études. Mais si on a continué à travailler avec des masques, l'ambiance a été complètement plombée jusqu'à ce que l'entreprise ressuscite soudain quand un avion a enfin pu décoller de nouveau de la piste d'Istres dans le sud. Alors la société a aussi des particularités d'être très familiale. Le principe que Dassault essaye de transmettre à tous ses salariés, pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où l'on vient. Génie et pionnier de l'aviation, Marcel Dassault est le père fondateur et le père de famille. Il a laissé un ADN, une ténacité, une obsession de la compétence. Ensuite, avec des hommes d'affaires de talent, son fils Serge, dont la trace reste très forte, a considérablement développé l'entreprise. C'est ainsi qu'il y a chez Dassault un puissant esprit de famille. Il y a d'abord les actionnaires qui sont familiaux et qui nous soutiennent, tant leur histoire est attachée à l'épopée de l'industrie aéronautique. Il y a aussi des salariés, ici on est des Dassault, des Rafale, des Falcon. Un détail qui en dit long, quand un client achète pour la première fois un Falcon, on lui dit qu'il entre dans la famille Falcon. Quand je suis revenu d'Égypte après la signature du premier contrat Rafale, tous les salariés du siège, ou presque, étaient en bas dans le hall pour m'accueillir. 2000 personnes émues et en joie, annonce Éric Trappier. C'est là que il est devenu le Napoléon Trappier et que de retour d'Égypte, son destin s'est identifié à celui du Rafale. Après plusieurs années au bureau d'études, il est passé en 91 au commercial, d'abord chargé de l'Inde, puis en 1995 des Émirats Arabes Unis où Charles Edelsten, homme de confiance de Serge Dassault et futur patron de la société, souhaitait que Éric Trappier vende des Rafales. Ça n'a pas marché à l'époque, sous la présidence de Jacques Chirac, tout le monde s'en souvient. Il y avait une petite campagne contre le Rafale. Quand un an plus tard, il a dit à Charles qu'il pouvait seulement vendre des Mirage 2000, il a répondu « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Et il est venu dans les Émirats Arabes Unis finaliser avec lui une campagne d'une 60aine de Mirage, ce qui a fait du bien à la société. Éric Trappier est entouré par sa famille, pour plus de 40 ans de carrière de l'entreprise. En 2024, les héritiers de Serge Dassault, Elena Mélan, fille d'Olivier Dassault, décédée en 2021, aux côtés de Marie-Hélène Habert, Laurent et Thierry Dassault, les trois autres enfants de l'avionneur, Charles et Destienne, auxquels il succède, et une autre légende de Dassault. À résister et puis aussi à ne pas parler pour ne rien dire, il lit dans les pensées et détecte tout de suite si vous racontez des cracks ou pas. Il aime qu'on ait le courage de lui dire la vérité, même quand elle est désagréable. Et un de ses préceptes, je veux qu'on me donne aussi les mauvaises nouvelles. À ses côtés, j'ai également appris l'art de la négociation, indique Éric Trappier. Alors, toujours s'adapter à la culture de l'autre, ne jamais chercher à imposer la sienne au Moyen-Orient, où l'art de la négociation est poussé à l'extrême. Éric Trappier a observé qu'il faut savoir écouter. Par exemple, à Abu Dhabi, après le repas, boire le thé avec les clients sans parler de rien et en partageant le silence. Le jour où il faudra discuter des prix, tout sera plus facile. Alors sa principale qualité, c'est sentir ce que l'interlocuteur va dire avant qu'il n'ouvre la bouche. Son principal défaut, toujours avoir raison. La mauvaise nouvelle ne me dérange pas, dit-il, mais elle ne m'empêche pas d'essayer de renverser la table. Je déteste perdre, indique-t-il. Il est impatient, il ne pense pas, mais d'autres personnes le pensent. Surtout quand on sait qu'il a fallu attendre 20 ans
pour que soit finalisé le premier contrat Rafale à l'étranger pour 55 avions cités avec l'Égypte en 2015 sous la présidence de François Hollande, avec le soutien actif de Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense. Je suis heureux que Serge Dassault l'ait vu de son vivant. Après ça, il y a eu l'Inde, le Qatar, la Grèce, la Croatie, les Émirats arabes unis, l'Indonésie et la Serbie. Auparavant, n'avez-vous jamais connu des moments de déprime devant tous ces échecs lui indique le journaliste. Éric Trappier indique on était sûr que le Rafale était un très bon avion, mais parfois, c'est vrai, on se demandait si on allait pouvoir en vendre un seul à l'étranger. Sauf Serge, la ténacité fait homme, qui nous rassurait sans cesse. Ne vous en faites pas, ça va le faire. Il n'a jamais fait un reproche. En attendant, on se consolait avec les ventes de Falcon ou de Mirage 2000, un autre très bon avion de combat de la génération précédente qui nous permettait de faire vivre l'entreprise. On avait voulu à ceux qui, comme Chirac et d'autres, n'ont pas cru au Rafale. Non, ils sont tous partis et nous, on est toujours là, indique-t-il. Comment définirez-vous le Rafale, chef-d'œuvre de technologie qui a connu un départ très compliqué dans une hostilité quasi générale des médias et des politiciens? C'est un succès, on en a eu besoin dans notre roman national. Contrairement à la légende, les Français moyens aiment la réussite. La preuve, ils sont très fiers quand l'équipe de France gagne et pas seulement au football. Comment expliquer le succès tardif mais foudroyant du Rafale? Sa polyvalence. Au départ, on s'est dit que pour faire des économies, il fallait réunir les spécificités de 7 types d'avions dans un seul. Il a une taille réduite, ne pèse pas si lourd et peut tout faire. Par exemple, atterrir sur les porte-avions, effectuer des missions de dissuasion nucléaire, assurer la défense aérienne, procéder à des attaques au sol avant de pouvoir évoluer bientôt avec des drones furtifs permettant de détruire les défenses ennemies. Il peut porter aussi jusqu'à 25 tonnes, soit plus de 2 fois sa masse à vide. Faire en sorte qu'un avion puisse accomplir toutes ses tâches tout en traversant les défenses aériennes, c'est ça le génie du Rafale. C'est une réussite non seulement technologique mais aussi commerciale, celui d'une petite société de 12 000 salariés qui, si elle n'a pas toujours été reconnue en France, l'a été sans discontinuité sur le plan international, notamment aux États-Unis, où elle a créé une usine et y vend bien depuis longtemps son Falcon, un superbe avion d'affaires. Après ça, vous ne pouvez pas croire au déclin français? La France a certes beaucoup d'atouts, mais elle doit quand même songer à préparer l'avenir. Dans nos métiers, on bâtit sur 10 ans au minimum, mais on a toujours en tête ce qui peut se passer dans 20 ans. Je ne crois pas que les pouvoirs publics aient raisonné comme ça quand ils ont pris la décision d'arrêter vite le moteur thermique pour le plus grand malheur de l'industrie automobile française. Fierté nationale. Ils nous expliquent que les Français rouleront bientôt tout électrique. Je les crois volontiers, mais il aurait fallu, pour faire évoluer nos modèles de voitures, bâtir un calendrier avec les industriels. Au lieu de quoi, on a décrété des règles qui laisse le marché français aux automobiles chinoises. C'est avec ce genre de politique que la France a vu, en un peu plus d'un quart de siècle, sa part de l'industrie baisser de moitié de 20 à 10% du PIB. Cela aurait été, là encore, le résultat d'un choix. Les politiques ont décidé à un moment qu'il fallait favoriser le secteur tertiaire et arriver enfin le révélateur du Covid. Et on a découvert avec effroi que notre pays ne fabriquait même plus de masques. Tant mieux si l'heure est aujourd'hui à la réindustrialisation. La politique d'Emmanuel Macron et ses baisses d'impôts sur les sociétés ont fait du bien. Et ce qui nous plombe encore aujourd'hui, c'est la pluie de normes en tout genre qui nous tombe dessus et le coût du travail chargé qui sert à financer un modèle social qu'il défend, mais qu'il faudra bien se résoudre un jour à revoir. Ne direz-vous pas qu'il y a un paradoxe français et que tous ces boulets aux pieds des chefs d'entreprise, ces normes ou ces taxes,
leur donne davantage la niaque. Je les admire, les patrons de PME notamment sont des surhommes. Ils se battent seuls et avec toutes leurs petites équipes. Si les grands industriels montrés du doigt en permanence finissent par quitter la France, tout ce tissu risque de disparaître. Puisse le pouvoir politique comprendre qu'on a tous besoin d'un environnement dans lequel nos entreprises pourront rester compétitives, le reste on gère. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que Dassault vend la mort? C'est une règle de base, plus on s'arme, plus on diminue le risque de guerre. Nous, on sert nos forces armées et quand on exporte dans tel ou tel pays, c'est toujours avec l'accord de l'État français. Comme aurait dit Mitterrand, les missiles sont chez nos ennemis et les pacifistes, eux, sont chez nous. Dans un monde de plus en plus dangereux, je crains qu'on ait de plus en plus besoin d'entreprises comme Dassault. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.